aujourd'hui vous êtes expert et puis vous êtes effectivement, quelle est votre vision par rapport à cette situation? Ce qu'il faut d'emblée faire remarquer, c'est que le vocable de mine même pose un problème dans la mesure où les gens, dès qu'ils entendent mine, ils pensent que c'est des explosions, c'est des roches qui éclatent, c'est des explosifs qu'ils ont utilisés et c'est aussi beaucoup de dégâts dans l'environnement, ce qui est très loin de la réalité parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le secteur minier est un des secteurs où la réglementation environnementale est la plus stricte. Et il n'y a aucune compagnie qui a intérêt à avoir un passif environnemental, surtout les grandes compagnies qui sont aujourd'hui listées en bourse où l'aspect environnemental a beaucoup d'impact sur la valeur boursière. Donc par rapport aux zircons, concernant uniquement cette partie méridionale du Sénégal. Le, le zircon a fait son apparition au Sénégal depuis le temps des colons. Donc c'est une substance, c'est un minerai assez connu. Les minéraux lourds de manière générale, parce qu'il n'y a pas que le zircon, c'est les minéraux lourds. Il y a à côté du zircon l'ilménite, il y a le rutile et d'autres minéraux associés tels que le leucocène et autres. Euh, donc aujourd'hui au Sénégal, c'est assez bien connu. Les sites potentiels sont très bien connus et font la plupart d'entre eux l'objet d'exploration ou d'exploitation. Donc ce n'est pas une nouveauté. Autour de nous aussi en Gambie, le zircon a été exploité de façon convenable et réhabilité de façon convenable et qui veut être édifié peut aller voir le site de Brufut. Actuellement, le zircon est en train d'être exploité au nord du Sénégal, sur la grande côte du Sénégal, autour de Diogo, entre donc Thiès et, entre Diogo et Lompoul. Et qui veut être édifié peut aller regarder comment les choses se font. Donc c'est une technologie qui actuellement est la technologie d'exploitation actuellement assez bien connue, maîtrisée et appliquée. Mais au niveau de la Casamance, il y a cette polémique d'exploitation de ce minerai. Donc vous qui êtes expert, effectivement, qu'est-ce que cela vous fait? Alors, la Casamance n'a aucune spécificité vis-à-vis, le gisement de la Casamance n'a aucune spécificité par rapport aux autres gisements. Le site de Niafrang a la même configuration géomorphologique que celui de Brufut, qui a déjà été exploité et réhabilité, entièrement réhabilité. Et donc, si ça a marché à Brufut, pourquoi ça ne marcherait pas à Niafrang? C'est la même compagnie, c'est la même technologie, c'est les mêmes principes, c'est le même cadre, réglementation environnementale, peut-être même plus stricte, parce que la réglementation environnementale du Sénégal est plus stricte que celle de la Gambie. Et donc, si c'est réussi en Gambie, il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas en Casamance. Ce que je peux dire à propos de ça, il n'y a aucune activité humaine qui n'impacte pas son environnement direct. Ça, il faut même quand il pleut, chaque goutte d'eau qui tombe déplace des grains de sable et ça, c'est déjà un impact. Donc, il y a des impacts potentiels qui existent, mais aujourd'hui, le niveau de connaissance, le niveau de technologie et de technicité est à un tel point où ces impacts potentiels sont maîtrisables. Donc, on peut tout à fait combiner exploitation et développement durable. Et donc la Casamance ne fait pas exception et le gisement de Niafrang ne fait pas exception. Je crois qu'aujourd'hui, le débat est dépassé si on va exploiter ou on ne va pas exploiter. Le débat est autour de dans quelles conditions exploiter. Sur le plan technique, les choses sont très bien maîtrisées. Ça, je crois que l'évaluation environnementale qui a été faite et qui a été validée par tout un comité qui a été très rigoureux, qui a émis des réserves. Ces réserves ont été levées. Je crois que donc, toute cette procédure a été assez rigoureuse et donc permet de maîtriser de façon assez efficace
donc une exploitation rationnelle et conforme aux exigences environnementales. Ce dont il s'agit, c'est peut-être de compléter l'acceptation sociale, mais pour cela, d'emblée, je peux vous dire, il n'y a nulle part dans le monde un projet minier qui a eu une adhésion 100%. Partout dans le monde, les projets miniers font l'objet de résistance. En ce qui concerne Niafrang, la tendance a été drastiquement renversée. La majorité qui était contre ce projet est actuellement pour le projet. Il reste une minorité, surtout au niveau du village de Niafrang, une minorité qui, si elle est ouverte à la discussion, au dialogue, je crois que les arguments techniques et scientifiques sont là pour pouvoir, et même les arguments sociaux sont là pour pouvoir les convaincre, les rassurer pour qu'ils donc adhèrent à ce projet. Je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui autour du projet de Niafrang. Certains sont restés dans le fin et disent qu'effectivement, est-ce que si ce projet est effectif, est-ce que les jeunes de la localité bénéficieront de l'emploi? Bien sûr, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une exigence, en tout cas une directive, pas une exigence, mais une directive de l'administration environnementale et l'administration minière surtout, par rapport à la préférence locale. C'est-à-dire quand un projet de cette nature se met en place, ce sont les ressources humaines locales qui sont préférées aux ressources extérieures. Donc le principe est que, à compétence égale, la ressource locale passe avant la ressource étrangère. La ressource étrangère, c'est quoi? C'est l'ordre de priorité, c'est d'abord le niveau village, le niveau commune, le niveau arrondissement, département, région, nationale. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas du village n'est pas un citoyen à part entière, ou celui qui n'est pas de la région de Casamance a une citoyenneté particulière. Non, c'est juste pour pouvoir faire une discrimination positive, pour faire profiter au maximum les fils de la localité, les fils de la commune et les fils du département et de la région, d'abord à ce projet qui exploite les ressources de la Casamance. Donc la société qui va se charger du recrutement a des directives précises, c'est-à-dire de cibler d'abord par ordre de priorité ces niveaux qu'on vient de citer. Qu'en dites-vous par rapport à certains cadres de la région qui sont restés toujours réfractaires? Oui, mais il faut comprendre aussi les enjeux qui sont autour d'un projet minier. Ce n'est pas spécifique au projet de Niafrang. Partout ailleurs, vous avez vu des gens faire du lobbying, faire un peu de, comment dirais-je, faire du lobbying pour ou se positionner politiquement, des fois économiquement, ou d'autres fois juste stratégiquement. Et donc, on comprend. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui le projet, l'illustration la plus parfaite est que le principal adversaire, celui qui actuellement écrit, balance tout et n'importe quoi dans les réseaux, mais quand le projet se signait, c'était sous le gouvernement de Ouad, et en ce moment, lui était au pouvoir, et avait une très bonne position pour pouvoir se dresser ou dire son mot contre ce projet, parce qu'il était membre de la commission, il était député et membre de la commission environnementale. Et pendant tout ce temps, personne ne l'a jamais entendu contre le projet. Et la convention minière qui octroie à la compagnie ses droits, cette convention a été signée sous Ouad par le ministre Madi Kenya. Et pendant tout ce temps, et ça a duré 6 ans, pendant tout ce temps, on ne l'a jamais entendu. Maintenant qu'il n'est plus député, qu'il est donc laissé à lui-même et qu'il veut rebondir politiquement, vous voyez avec quelle hargne et c'est donc juste pour dire, voilà, c'est moi qui vous défends, votez pour moi demain. Donc c'est ce dont je parlais, ça c'est juste une illustration, il y en a plein d'autres. Donc ça c'est un positionnement politique,
Et quelqu'un qui veut se positionner politiquement, tu ne peux pas lui servir, tu ne peux pas le convaincre avec des arguments techniques et scientifiques. Et malheureusement, nous ne sommes que techniques et scientifiques. Je suis un consultant, je suis un cabinet, je suis un ingénieur, je suis agréé par l'administration environnementale pour faire ce type d'activité, c'est-à-dire une évaluation environnementale. Je ne peux pas m'hasarder, moi, à trouver quelqu'un sur le terrain politique pour essayer de le convaincre parce que je n'ai pas quelque chose à lui mettre sous la dent pour pouvoir satisfaire ses appétits politiques. Par contre, si quelqu'un est intéressé par un argumentaire scientifique, un argumentaire technique ou réglementaire, là, je suis ouvert et je suis prêt à le rencontrer. Mais pour ce genre d'acteurs, je ne peux que constater, regretter et laisser les choses se faire parce que ça existe sous tous les cieux. Le lobbying politique existe. Donc si quelqu'un décide de se servir de ce projet pour rebondir politiquement, je ne suis pas son adversaire, je ne suis pas son vis-à-vis. Bon, il n'y a pas que le positionnement politique, il y a d'autres positionnements. C'est peut-être aussi toujours du positionnement politique, mais à des échelles différentes. Au niveau village, il y a des gens qui veulent avoir une certaine notoriété, qu'ils n'ont jamais eu, et qui veulent donc céder. D'autres défendent juste leur beefsteak, parce que moi j'ai un campement sur la dune, donc je ne veux pas que mes intérêts personnels soient compromis par ce projet, donc je ne suis pas pour le projet, quels que soient les arguments techniques et scientifiques qu'on m'apporte, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux préserver, il y en a d'autres qui sont sous la coupole, des gens de la localité qui sont sous la coupole de certaines sphères d'influence. Il y a d'autres gens qui sont peut-être des lobbies économiques qui veulent eux-mêmes se positionner pour la même ressource et qui activent aussi qui activent aussi des éléments sur le terrain pour leur donner des instructions. Mais quelqu'un à qui on a donné une instruction et qui ne fait qu'exécuter ces instructions, mais c'est difficile de le convaincre avec des arguments techniques et scientifiques. Donc ce sont des considérations qu'il faut juste constater, regretter et puis continuer à faire son travail. C'est dans quoi nous sommes. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de communiquer sur ce projet. Je crois que c'est de ça qu'on a besoin, communiquer, informer correctement les gens, de manière générale les Sénégalais, mais spécifiquement les fils et les filles de la Casamance. Je vous remercie. Merci.